Honnêtement, je m'en fiche de ce match maintenant. Alors ce sont pas mes propos directement, c'est le propos de ce gars-là. Haaland, pas besoin d'écrire à quel point il est fort, meilleur buteur de l'histoire de la sélection norvégienne de très, très loin. Il va affronter les Bleus avec son équipe et il évoque que, bah, ils sont qualifiés. Ils ont réussi à passer, c'est incroyable, c'est historique pour la Norvège. Félicitations, très belle équipe. Ce match ne m'intéresse pas plus que ça. Ils vont probablement gagner contre nous en parlant des Bleus. Ils vont probablement gagner le tournoi. Donc vous le voyez, je ne sais pas si je l'ai titré, mais c'est la question et partagez votre avis en commentaire. C'est vraiment un débat qui fait vraiment débat. Il y a vraiment des personnes, alors oui, dans un entre-deux, mais il y a des personnes ultra confiantes, d'autres vraiment très pessimistes. La question est la suivante. On doit reparler de ces gars-là, ce trio magique de cette équipe. On va parler de ce match. Mais la question c'est la suivante, regardez toutes ces équipes-là. Est-ce qu'au final, c'est pas la France qui va remporter la Coupe du Monde? On va essayer de se poser humblement la question. Le but, c'est pas on va essayer de se poser humblement la question et je vais revenir alors forcément parce que des buts de malade, juste pour le plaisir les gars, venez, on se revoit. Des actions magnifiques. Voilà, j'ai les screens de France-Irak, il y a pas de problème. Mais j'avoue que la sortie d'Haaland, on m'a posé notamment la question dans live, parce que j'en pensais, bon je réponds ici, hein. Déjà de son point de vue en tant que Norvégien, je vous ai même pas salué, salut à vous, merci d'être là les amis, hein. Prenez, vraiment soin de vous. Le match, Norvège-France, il est, demain à l'heure où je m'exprime. S'il vous plaît, pensez à laisser un like vraiment pour m'aider, abonnez-vous. Ça, vous connaissez la chanson comme d'hab, on répète. Mon avis sur ce propos, c'est historique pour la Norvège. Il faut vraiment le ressentir et même si cette Norvège-là est forte, elle a des failles. C'est pas la chose la plus évidente de sortir de ce groupe-là. Maintenant, bon, avec l'Irak, tu avais moyen d'avoir 3 points. Je pense et j'espère que le Sénégal vraiment va réussir à gagner parce que ce match-là, on n'est pas là pour débrief Norvège-Sénégal. Je l'ai déjà fait, mais la Norvège est très punitive. Très, très, très punitive. Le Sénégal a vraiment fait des choses. Je pense que vous avez vu un petit peu comment ça a été vu côté Sénégal, notamment Koulibaly qui a complètement raté son match. Alors en plus, ce qui est intéressant dans tout ça, parce qu'on est en train de parler de ça, et les propos d'Haaland dans l'absolu, ils sont recevables quand tu dis qu'il s'en fiche un peu de ce match-là. Bon, peut-être c'est un peu de la com, à chaud. Après, on sait qu'Haaland, voilà, il dit clairement les choses. La Norvège est qualifiée et ce match-là, bon, il est surtout utile pour eux pour battre la France, gros, gros coup, et pour finir premier de ce groupe-là, même si voilà, la France n'a besoin que d'un match nul au vu du classement. Voilà, on va voir un petit peu les projections au niveau, évidemment, de la suite pour les Bleus. Mais là, très simple, hein. Étant donné que tu as un but en plus, fais un match nul et littéralement premier de ce groupe-là. Donc il y a pas de problème. Là où c'est intéressant et en fait, c'est là tout le propos que j'ai, par rapport aux Bleus et je comprends les critiques, voilà, que même moi j'ai pu recevoir. Des gens qui me parlent de l'équilibre, des gens qui me parlent de perte de balles, qu'il y a pas beaucoup de sûreté derrière, qu'il y a des joueurs comme Koundé, on ne sait pas trop. Mais pourquoi en fait Haaland, pour moi, c'est pas la langue de bois. Il dit: «Bon, ils vont probablement gagner contre nous». C'est assez fou de dire ça dans le sens où il sait va être un joueur, qui va affronter les Bleus, mais il y a une forme de lucidité là-dessus et quand il dit: «Ils vont probablement gagner le tournoi», en fait, c'est vraiment fou et je vous jure que j'ai eu cette discussion avec des personnes IRL et je veux absolument pas que ce soit, ça passe pour de la prétention ou quoi. Ce n'est pas le but. C'est pas du tout l'intérêt et les Bleus peuvent flop et voilà, être éliminés, c'est la vie, c'est le football. Mais quand il dit: «Ils vont probablement gagner le tournoi», moi, ce que je trouve fou, c'est la sensation que j'ai. Je vais pas dire que les Bleus, je les trouve ultra favoris de cette coupe du monde, parce qu'il faut peut-être se calmer quand même. Dans le sens où tu peux te retrouver face à un bloc qui va vraiment te faire du mal, tu arriveras pas à les déséquilibrer, ils vont bien sortir sur toi, tu vas subir un contre 2, tu vas être dans la sauce, tu vas pas réussir à revenir et c'est le foot, voilà. Mais dans le sens du probablement, en fait, ça, c'est un cheat code. En fait, je reviens toujours à la même chose, je suis désolé, je sais que le football, ce n'est pas que de l'attaque. Je ne dis pas que le football, c'est que de l'attaque. Mais un cheat code, un code de triche, c'est ça. Ça, ça, c'est de la triche. C'est de la triche d'avoir ces joueurs-là dans la même équipe, qui jouent les mêmes matchs. Et je vous avais illustré un petit peu, vous savez, mon propos France-Irak. Alors oui, c'est l'Irak, oui. Oui, c'est l'Irak. Je rappelle que c'était un Irak aussi en bloc bas, hein, quand même, hein. Fallait trouver des mouvements. Faut, quand tu vois une Irak comme ça, faut trouver des connexions, hein. Quand tu as Dembélé, qui est servi par Olysée, l'action c'est les 3, hein. Olysée, qui sert à Dembélé qui fait une petite course pour bâtir son vis-à-vis, il transmet le ballon, pour Mbappé, qui se retourne en une fraction de seconde, qui passe un sorte de double contact petit pont.
irréel. Je sais même pas en combien de secondes il a pu faire ça. Il a la lucidité de transmettre dans l'intervalle pour Olise. Le bloc est complètement fumé ici alors qu'ils étaient compacts. Sans contrôle, instinctivement, parce que le mec a déjà vu que le gardien était avancé, il va te chercher le lob qui fait transversal. Ok, c'est l'Irak, mais n'importe quel bloc bas est dur à percer. Vous avez vu France-Irlande notamment, mais il faut mettre les ingrédients, il faut mettre les mouvements, il faut avoir cette justesse. Mais quand tu as ce trio, et je parle même pas de Doué, de Barcola, de Cherki, d'Akilouche, ou même Mateta ou Thuram en sortie de banc en tant que pivot pour le jeu de tête, entre autres. Je parle même pas d'eux. Je parle juste de ce trio-là. Quand on dit probablement qu'ils vont gagner le tournoi, sur le papier, ça, c'est ingérable. Pour n'importe quelle équipe dans le monde, il y aura forcément un moment dans le match où il y aura une méga situation de but. Et même si on n'a pas, bah, un des trois ou un autre va déclencher une frappe extérieure surface, ça peut passer. Donc, vous comprenez mon propos. C'est impossible de dire, les gars, dormez tranquille, la France est déjà championne du monde. Déjà, ce serait extrêmement insultant envers tous les participants. Et il y a des participants qui vraiment, vraiment donneront du fil à retordre. Il y a une finale en particulier qui serait historique. Est-ce que vous savez c'est laquelle? Je vais vous la montrer forcément. Mais ce trio est magique. Ce trio est magique. Et le troisième but, vous voyez là, regardez après la transversale. Moi, ce que j'aime beaucoup dans l'équipe de France, on peut parler d'équilibre hockey, où clairement, je vous le dis, c'est pour moi pas la meilleure. Mais il y a un truc où je le trouve très très fort, c'est cette question de contre-pression à la perte. Il y a plutôt des bonnes réactions, et c'est notamment comme ça que tu récupères le ballon, parce que Barcola, il est actif. Rabiot, il sert ici Dembélé, qui s'est reproposé. Regardez, pour vous dire à quel point ça va vite, la justesse technique, c'est tout ce qu'il faut. Là, Rabiot a le ballon. Et en fait, Dembélé, il a déjà fait la course ici, dans l'intervalle, pour avoir un ballon. Malheureusement, Rabiot a transmis un peu fort. Mais après, Olise, il est sur le côté. Il fait une différence de malade. Olise qui retrait. Olise, regardez, là, on va me dire, oui, mais c'est l'Irak, ok. Je réponds à ça parce qu'on me dit tout le temps, oui, mais c'est l'Irak, c'est l'Ouzbékistan, c'est machin. Mon idée, c'est, même si c'est pas une équipe de DH, c'est Saint-Marin ou je sais pas quoi, c'est Anguilla, bref, c'est le Sri Lanka. Tu mets pas les ingrédients, tu fais rien. Là, c'est l'Irak, ok. Mais en vrai, qu'importe l'équipe, si c'est Olise ou sur le côté ou c'est Dembélé ou quoi, ça va un peu trop vite et ça passe. C'est les maîtres d'élimination, c'est les meilleurs joueurs du monde. Là, ça passe. Intelligence énorme au niveau du jeu parce que Dembélé, en comprenant évidemment ce que fait Olise, il décroche. Parfaite position. Il y a même Koné entrée de surface. Il y a Mbappé qui est là. La transmission, la frappe instante. Il y a un bel arrêt du gardien. Encore une fois, ce trio décisif. Et ce que j'ai trouvé vraiment trop trop cool face à l'Irak, c'est que justement, regardez, tu es dans un match, entre guillemets, je grossis le trait volontairement. Mais Mbappé, c'est le finisseur de l'équipe. C'est un peu ce que je disais en débrief pour ceux qui ne l'ont pas vu notamment. Mbappé, c'est le finisseur. Il a mis un doublé. Évidemment qu'il peut faire des passes D. Olise, c'est le créateur. Il a fait un doublé de passe D. Alors évidemment, il peut marquer et il a marqué un triplé, je rappelle, il n'y a pas longtemps. Mais globalement, Olise, on peut le voir avant tout comme un maître de déstabilisation via la passe recordman de passes décisives de la saison de mémoire, pour une raison. Et Dembélé, l'entre-deux. Le buteur-passeur, rôle hybride, et bien sûr que les deux, les trois peuvent faire des passes D, vous avez compris l'idée. Mais j'ai trouvé ça stylé de me dire que un avait mis un doublé de but, un doublé de passe D, et un but, une passe D. En vrai, ça le représente plutôt bien. Et match très complet, c'est un peu ce que j'évoquais, hein. Très cohérent. Là, vous voyez Rabiot, quand je vous parlais de contre-pression, regardez Rabiot où il est pour récupérer le ballon. Malheureusement, là, sa tête, elle n'est pas cadrée. C'est censé faire but. Donc, le but, il a été provoqué par qui? Olise Dembélé. Quasi systématiquement, les buts des Bleus vont venir d'Olise, de Mbappé, de Dembélé. Quasi systématiquement. En vrai, je pense que, à part sur phase arrêtée, 100% des buts, je pense, vont venir d'eux. C'est une folie. Et même s'ils ne font pas une passe D ou un but, ils seront impliqués dans la déstabilisation de leur adversaire. Mbappé via une course, via une profondeur, ou voilà, il prend un ballon, ça cafouille, machin, etc. Dembélé via percussion côté droit, centre dangereux, etc. Ballon intérieur, Olise pour à peu près tout. Le rôle Dembélé, on l'a compris, sera bien plus joueur de demi-espace droit. Mais je l'ai aimé dans ses rôles plus intérieurs. Tu vois, Dembélé a vraiment touché beaucoup, beaucoup de ballons axiaux. J'ai vraiment, vraiment aimé. Je trouve que la connexion Olise-Dembélé, elle est tellement, tellement bonne, tellement agréable. Et vous savez, notamment le rôle de Mbappé, qui, comme toute l'équipe, même si lui, il a vraiment été, première période face à le Sénégal, beaucoup, beaucoup de déchets.
j'évoquais le fait que quand il y a des critiques, il faut le faire, clairement. Quand il y a des bonnes choses, il faut le faire. Et en plus, Mbappé, dans ce match-là, il a eu ce qu'on attend, surtout d'un capitaine très, très bon, heu, dans le leadership, même dans les retours, dans des replis, c'est vraiment ce qu'il faut et la complémentarité était bonne, elle était pas forcée. D'ailleurs, Mbappé, vous le retrouvez ici dans l'action. Olise lui transmet un ballon intérieur ici pour Dembélé. Dembélé qui se retourne très, très vite. Il t'enclenche une frappe, c'est pas cadré. Encore une fois, c'est un danger et là, on a une position que j'aime vraiment beaucoup de Dembélé. Je pense que c'est vraiment la position où on va vraiment le plus le voir en bleu. Position de demi-espace droit, qui peut jouer dans ce couloir intérieur en soutien, tellement complémentaire et vu que Michael, c'est vraiment le rôle qu'il connaît le plus au Bayern, joueur long de ligne mais meneur excentré droit, qui va rentrer intérieur, c'est vraiment les positions parfaites. Vraiment parfaites. Il y a pas but ici, pareil ici. Quand je parlais de la contre-pression, il y a vraiment des joueurs, français qui sont très hauts là, hein. Koné, il est là, Digne, il est là. Alors Koundé, malheureusement, n'est pas là. Koundé, évidemment, c'est un débat, j'aimerais bien voir un peu Malo Gusto, je vais vous montrer la compo probable. J'ai oublié de vous la montrer, la compo probable, vous inquiétez pas, elle arrive. Il y a un ballon récupéré, je crois, de Barcola ici, qui transmet à Rabiot, pour Olysée. Et en fait, regardez, hein, sur cette action, qu'est-ce qu'on voit? Mbappé qui est là, Dembélé, vous voyez, hein? C'est comme si c'était, c'est un peu ce que j'avais illustré en image. Le meneur Olysée, maître à jouer et en fait, les deux mecs, alors Mbappé très axial, finition et Dembélé qui pénètre et vous voyez, en fait, là, c'est assez cohérent. C'est comme s'il y avait Olysée, support des 2, avec évidemment les joueurs de projection, entre autres, là, il y a Barcola notamment côté gauche et il y a Rabiot en seconde lame. L'extérieur est parfait, tellement parfait. La prise est parfaite et la finition est parfaite. C'est vraiment Dembélé. En fait, Dembélé est vraiment une des plus grosses clés de voûte de cette équipe-là. Parce qu'en plus d'être très bon en contre-pression, intensité et tout, machin, il n'y a aucun problème là-dessus. Parce qu'il le fait en club et il le fait en sélection. Comme Olysée, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Si Mbappé fait la même, il n'y aura pas de problème. Euh, la clé de voûte Dembélé, c'est un joueur qui est un danger permanent. À la finition, à la création. Sur le côté ou plus intérieur. Et il y avait énormément de cohérence, beaucoup plus de cohérence que ce qu'on a vu, je pense, de l'histoire de Dembélé en équipe de France. Alors évidemment que le nouveau Dembélé depuis 2 ans, c'est différent. Mais là, en vrai, c'est le mieux. C'est vraiment le mieux et de très très loin. Oui, c'est les racks. Je parle de cohérence au niveau des mouvements. C'est bien. Donc c'est cool. Il y avait une très belle ambiance. Voilà. Tout le monde a célébré. Tout le monde était très très content pour Ousmane. Ça fait plaisir parce que on a besoin de ça. On a besoin. Le groupe s'entend très très bien. D'ailleurs, les gars, j'ai oublié de les en parler. J'étais tellement à fond dans mon trip, la mère de Didier Deschamps, vous l'avez vu, est décédée. Donc évidemment, pensée sincère à la famille, à tout le monde. Et je vous souhaite, même vous-même, beaucoup de courage si vous vivez des épreuves comme ça. C'est la pire épreuve de l'humain. J'ai complètement oublié d'en parler, je suis désolé. Hommage sincère. J'espère que les joueurs se battront également pour ça. Didier Deschamps il sera absent du banc des Bleus, je pense pour la toute première fois de sa vie en tant que sélectionneur. Guy Stéphane va le remplacer. Voilà, j'avais oublié de l'évoquer, je l'évoque maintenant. Les Bleus seront motivés évidemment à jouer pour lui. Je crois que les médias l'ont notamment sorti. Donc voilà. Euh, énormément de cohérence. Très très beau quand même à la sortie d'Olysée et de Dembélé de voir que les deux étaient les joueurs avec le plus d'occasions créées et le plus de dribbles réussis dans le match. Dembélé était d'ailleurs le joueur qui avait touché le plus de ballons dans la surface de réparation de l'Irak. 9 ballons, alors qu'il est sorti à la 68e. Le joueur qui l'a doublé à la fin, c'est Mbappé à la toute fin du match avec 10. Rendez-vous compte, hein. On parle d'un joueur de base qui est maintenant aile droite, mais vous voyez, hein, les zones comme ça, intérieur, demi-espace droit, vraiment ce couloir intérieur qui est pris aussi. C'est le joueur qui a touché le plus de ballons dans la surface avant Mbappé à la fin du match. Ceci, pour moi, en dit énormément sur ce rôle de Dembélé. Et tu vois, Olysée, des ballons un peu partout, axial, mais qui aime son côté droit. Dembélé, côté droit, mais qui aime l'intérieur. Mbappé, qui décroche beaucoup sans son demi-espace gauche. Barcola, qui pour le coup, lui, était beaucoup plus long de ligne. Comme on peut le voir ici, c'est normal. Pour moi, c'est très cohérent. Et je sais que beaucoup ont aimé Koné, je comprends, Koné ou pas Mécano, enfin, mal de mal. De toute façon, allez voir mon débrief, j'en reparle. Avec ou pas Mécano, Saliba, t'es tranquille au niveau de la profondeur pour moi la plupart du temps, même si tu peux avoir des relances un peu ratées, ton milieu, il peut être exposé. Quand t'es tranché, si tu presses mal, ça c'est sûr et certain. Mais tu as ces sauveteurs, notamment au pas Mécano. La faiblesse des latéraux, on le sait, clairement. Maignan peut faire des gros matchs, mais pour moi, même si tu perds des matchs, tu vas revenir quoi qu'il arrive. Tu es trop dangereux avec ce trio-là. Ils vont probablement gagner le tournoi. J'aimerais dire comme à Londres. Parce que honnêtement, là, comme ça, c'est ce que je pense au fond de moi. Je pense que les Bleus vont remporter la Coupe du Monde.
Je vais pas dire que ça va être facile, ça n'a aucun sens de dire ça, mais je pense que les Bleus vont gagner la coupe du monde. J'avoue qu'un France-Espagne en demi, ce serait choquant. Un France-Angleterre, ce serait fou en finale. Mais vous savez, il y a une finale. Vous savez très bien de quelle finale je veux parler. Vous savez, c'est quoi la finale la plus folle qui peut exister, je pense, pour les Bleus? En fait, j'ai remarqué un truc, je pense que vous l'avez remarqué aussi, parce que je l'évoquais aussi en prono, si jamais. Les Bleus sont là. S'ils finissent premier de ce groupe, ils sont là face à la Suède. Pour l'instant, meilleur troisième. Ça peut arriver, entre autres. Bon, en huitième, on parle potentiellement de l'Allemagne, qui devrait normalement éliminer le troisième de son groupe. Ok. L'Allemagne en huitième, déjà, c'est un bon challenge. Et je ne trouve pas cette Allemagne particulièrement. Elle est forte, elle a des grosses qualités. La vérité, c'est que c'est une équipe que tu peux punir très fortement. Alors, autant l'Allemagne peut te générer des occasions, comme on a parlé, la structure des Bleus, pas si dingue. Autant, honnêtement, tu as un peu de réalisme, tu es capable de marquer beaucoup, 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 beaucoup l'Allemagne. Ok. En quart, très intéressant. On parle potentiellement d'un Maroc, d'un Pays-Bas ou d'un Japon, par exemple, avec Canada, bon, qui devrait sauter, mais ça sera un beau match. La France contre les Pays-Bas, contre le Japon, contre le Maroc, des gros match-up. C'est évidemment faisable et possible. En demi-finale, donc comme vous le savez très bien, il y a ce fameux Espagne en mode les ténèbres qui fait très très peur, évidemment. Espagne serait l'équipe probablement qui aurait le plus de chances d'éliminer les Bleus si on parle d'intensité de pression, parce que quand l'Espagne y va à fond, c'est très très dur. Maintenant, je tiens à le rappeler, l'Espagne, on parlait du déséquilibre des Bleus, ça peut être exposé les paires de balles ou quoi. Les gars, l'Espagne, quand tu vas dans leur dos, quand tu récupères le ballon ou quoi, ils pressent un peu moins bien. C'est tout droit, ça va très très vite. Je me rappelle que tu peux vraiment les exploiter. Donc un énorme match-up, voilà. Mais du coup, vous voyez où je vais en venir. Vous voyez vraiment où je vais en venir. C'est quoi la finale de fou en vrai? C'est quoi la finale qui a le potentiel d'être la plus grande finale de l'histoire de la Coupe du Monde, même au-dessus de la finale d'il y a 4 ans? À minima pour le storytelling, évidemment, vous savez de quelle finale je veux parler. Le remake France-Argentine. Et honnêtement, je je vais pas notamment voilà, l'Argentine pour moi, voilà, il y a des trucs, il y a quand même des failles dans l'Argentine, mais si cette finale existe, je n'étais pas sur YouTube pour vivre cette finale avec vous, malheureusement. Mais je l'ai déjà vécu bon, je l'ai vécu comme un peut-être l'expérience foot la plus violente que j'ai jamais vécue, dans le sens historique. Là, on a vraiment vécu l'histoire. Alors moi, je suis, supporter d'un club qui a quand même remporté, des choses folles ces derniers temps, donc voilà. Mais là, si on parle d'un point de vue, choc historique qui a touché la planète entière, là, je parle pour moi, mais je pense que je parle pour nous tous. Ça, c'est le summum du summum. Je pense pas qu'un nouveau France-Argentine, ce sera un truc comme ça. Mais imaginez, juste cette image, cette scène. France-Argentine, finale, Coupe du monde 2026, le troisième France-Argentine sur les 3 dernières compétitions. 2018, 4-3, les Bleus sont passés. Là, l'explosion de Mbappé aux yeux du monde. On se souvient, élimination de l'Argentine. 2022, finale, la plus grande finale peut-être de l'histoire du football. Scénario irréel, Messi doublé, Mbappé triplé, lucide, sang-froid, retournement de situation, bleu, les Bleus, puissance offensive dingue. Ok, imaginez ce tableau, finale en 2026, où Messi et Kylian sont les 2 meilleurs buteurs de la compétition. Ou peut-être que Olise est le meilleur passeur de la compétition. Dembélé est entre les deux un des meilleurs buteurs et un des meilleurs passeurs. Imaginez ça. Rien que de penser à ça, j'ai des frissons. Je suis comme un fou. J'espère que j'arrive à vous retransmettre ça. Mais, purée, un France-Argentine en finale, si ce match existe. Ou si ce match existe, je crois qu'on va vivre un truc absolument mais irréel. On va vivre un truc digne d'une fiction, les gars. Niveau storytelling, on va être sur le summum du summum du summum. Parce que c'est potentiellement un back-to-back pour l'Argentine, un back-to-back pour Messi, ou la troisième étoile pour les Bleus, la deuxième des gars comme Mbappé, comme Dembélé. Rien que d'y penser, les gars, j'ai des frissons. Et écoutez, j'ai envie d'y croire. Et écoute, Erling, bah écoute, peut-être que tu vas voir juste, qui sait. On ressortira peut-être le 19 juillet, mais ça va être incroyable. Ce que j'ai envie de dire, parce que je n'ai pas oublié la compo probable des Bleus, il y a pas de problème. Avec, encore une fois du turnover et moi ce que j'aime pas mal ici, c'est que alors certains me diraient: «Oui, mais il faudrait un peu plus de turnover», voilà, je peux comprendre parce que c'est le troisième match et tu peux quand même gérer, un match nul.
Ils sont là, eux, ils vont jouer tous les matchs. Ça paraît évident, c'est logique, c'est normal. Je rappelle que la compo probable, qu'avait donnée l'équipe face à l'Irak est exactement la bonne. Je pense que ce sera la bonne ici, avec, Désiré, Doué qui revient dans le 11 titulaire, logique au vu un petit peu, de son profil, athlétique et également très, très bon, même si j'avoue que Barcola, gagne pas mal de points. En fait, Barcola reste une menace, tellement importante en profondeur. Ça reste un énorme déstabilisateur côté gauche, vraiment provocateur, ailier pur. OK, Doué, il sait déstabiliser, mais il sait aussi, voilà, contrôler, temporiser et tout. Donc domaine évidemment plus complet. Le double pivot, Tchouaméni qui fait son tour. Koné qui enchaîne. Alors est-ce que Koné pourrait la prendre à la place de Rabiot? Savoir Koné, moi je l'aime beaucoup, vous savez, dans ses projections, ça reste en fait dans cette série des Bleus, équipe, à risque, équipe, couteau à double tranchant, en phase offensive, en phase de temps fort. Temps fort, probablement le temps fort le plus violent du monde. En temps faible, tu peux avoir du mal parce que c'est vraiment des profils box to box ou quoi, avec Tchouaméni qui peut apporter cette garantie, niveau récupération ou quoi. Upamecano qui devrait jouer tous les matchs, c'est pas du tout évident, ça reste, je le rappelle quand même, c'est les 2 premiers matchs, autant on a parlé du trio qui est un peu dingue. Ça va ou pas? Dayo, ça va Dayo? Les 2 premiers matchs qui sortent, ça n'a pas de sens, hein. C'est ça, là, je vous parlais de cheat code. Ça, c'est un code de triche. Heu, Upamecano, c'est un bon code de triche aussi et Saliba, normalement, ça l'est aussi, qui a peut-être fait, performance un peu moins bonne qu'Oupa, qui a quand même été très consistant. Ouais, complètement de la triche, donc évidemment Oupa. Lacroix serait cool. Lacroix qui joue un petit peu, ce serait bien, voilà. Très bon défenseur en vrai, Lacroix. Je pense qu'il peut bien gérer, la Norvège. Il y a Digne, titulaire, pourquoi pas? Ouais, Digne, c'est toujours compliqué parce que Digne, Théo, il y a des arguments pour oui et pour non. Et par contre, là, on attend beaucoup Malo Gusto. Ça, c'est clair parce que Koundé, ouais, je suis assez d'accord pour dire que c'est peut-être le point faible des Bleus. Koundé qui, en fait, c'est pas qu'il est, foncièrement mauvais dans son jeu, mais il a un déchet de malade. Il a un déchet de malade. Il a un déchet de fou, Koundé, moi, j'aime bien. J'aime bien parce qu'on reste, en fait, avec ce trio, de monstres. On reste avec Koupa, donc ça bouge pas. Et après voilà, il y a des titulaires qui reviennent, mais je pense que Koné en match-up, Rabiot qui a quand même fait une seconde période face au Sénégal très, très bon, ça reste des profils comme ça, box to box, récupération et projection. Gusto qui est en match-up avec Koundé. Honnêtement les gars, vous voyez cette compo, peut-être que face à la Suède ou voilà, typiquement en meilleur troisième si tu passes premier, tu avec la même, mais tu remets les titulaires, juste Koné à la place de Rabiot et Gusto à la place de Koundé. Peut-être que ça peut arriver en fonction des matchs de tout à chacun. Voilà, donc très hâte de voir ce match et ah Norvège, je pense les gars, ça peut être, non mais c'est j'insiste là-dessus. OK, la Norvège, peut marquer, hein. Peut-être va marquer quand même, il y a Haaland, il y a Odegaard, il y a de la grosse production, il y a ils peuvent exploiter ça. Franchement, autant si les Bleus sont sérieux et voilà, ils sont vraiment en mode: «On y va tous les matchs à fond». En fait, pour moi, les Bleus sont sérieux, mettent une intensité, font les combinaisons qu'il faut. C'est un football qui est pas gérable. Je vous le dis franchement, moi, c'est moi comme ça que je le ressens. Peut-être je peut-être je suis trop ouais, peut-être je suis trop égocentré, peut-être que j'ai pas assez lucidité surtout ça, peut-être. Peut-être les gars, ça reste du football. On a nos habits, si même si on est objectif, on veut être objectif, on a des habits subjectifs. Alors, est-ce que les Bleus vont remporter cette coupe du monde? Et si, au final, les Bleus remportaient la coupe du monde? On n'en est pas du tout. On n'en est absolument pas là. Il faut battre la Norvège déjà et on verra la suite. Encore une fois, des pensées sincères envers Didier Deschamps, sa famille, tout le monde, toutes les personnes affectées. Et comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur, les amis, la paix, la santé, le plus important. Prenez soin de vous, c'était Koro. À très vite pour des prochaines vidéos et la paix sur vous.